Salut à tous, c'est Bismart. Au programme semi-conducteurs, on est depuis un moment maintenant autour de cette crise des semi-conducteurs. Où en est-on? Comment est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on peut en sortir rapidement? Vous avez vu les effets d'annonce à coût de dizaines de milliards de dollars qui sont faits, notamment en Europe avec, on a Thierry Breton. Alors pour le coup, Thierry Breton, il veut agir. Il faut le connaître, Thierry Breton, il veut agir. Voilà. Donc on a un expert avec nous. On va faire le point sur cette crise des semi-conducteurs. Et puis même, est-ce qu'on a une évaluation? Je vous poserai la question, François. Une évaluation de combien ça peut coûter, notamment à l'industrie automobile. Derrière, alors, c'est un sujet... Hier, on réfléchissait, si vous étiez avec nous, sur la levée des brevets pour les vaccins Covid, sujet passionnant. La légalisation du cannabis est un autre sujet passionnant. Alors, pour le coup, on va parler de business et de business qui s'installe maintenant, qui est en train de s'installer en France, en Europe. Donc non pas sur, mais vous allez voir, on va jouer sur l'ambiguïté, sur des espèces de zones grises dans lesquelles sont en train de s'installer aujourd'hui ceux qui pensent que quand même un jour, on légalisera le cannabis. Le directeur adjoint de Centrale Supélec viendra nous voir, les ingénieurs, passionnant, toujours passionnant les ingénieurs, et puis on terminera avec les influenceurs. Cette nouvelle race-là de vendeurs, parce que ce sont d'abord des vendeurs, qui sont en train eux aussi de se professionnaliser. C'est parti, c'est Bismart. Mais on démarre donc avec François Candelon. Bonjour François. Bonjour. Directeur associé senior au BCG. Vous avez pondu un rapport de plusieurs dizaines de pages. Il fallait bien ça quand même pour cette industrie. Mais ça a été pour le coup une révélation. Voilà. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, ce qui se joue, alors pas pour vous évidemment, mais ce qui se joue là depuis combien de temps maintenant? 3 mois à peu près, autour de cette pénurie de semi-conducteurs a été une révélation. Alors pas seulement pour nous. Moi j'ai été très frappé des déclarations de Carlos Tavares, qui parle souvent avec une grande franchise, Carlos Tavares, et qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nos équipementiers là, ils n'étaient pas au courant de ce qui allait arriver? Et ils ne nous ont pas prévenus. Et s'ils n'étaient pas au courant, il dit en gros de deux choses l'une. S'ils n'étaient pas au courant, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et s'ils ne nous ont pas prévenus, alors il va falloir régler les comptes. Enfin, il est très énervé en fait par cette situation. Oui, je comprends, mais je pense que c'était assez difficile quand même pour les équipementiers de tout prévoir. Parce qu'il y a 3 éléments qui font qu'on se retrouve dans cette pénurie. Vous avez d'abord, avec la pandémie, l'explosion de l'utilisation des produits électroniques. Ça a augmenté, il y a eu des croissances très significatives, premièrement. Deuxième point, vous avez aussi un marché, et ça ils auraient pu le prévoir, qui était l'évolution de l'utilisation des semi-conducteurs encore davantage dans le B2B. Parce qu'il est clair que les semi-conducteurs, c'est la décennie qui vient. C'est tout ce qui est autour de l'IA, tout ce qui est autour de la 5G, tout ce qui est autour de l'Internet des objets, etc. Donc, c'est quand même très important et j'y reviendrai, ça a eu un impact parce que c'est pas parce qu'on a cette croissance qu'immédiatement vous avez les usines qui... Évidemment. Mais la troisième chose qui était peut-être plus difficile à prévoir, c'est qu'en ayant la difficulté géostratégique entre les États-Unis et la Chine, les Chinois vont, et ce qu'ils sont probablement en train de faire des stocks de semi-conducteurs parce qu'ils ont peur que les États-Unis les empêchent de développer et de déployer leur réseau 5G. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Parce que c'était bien l'intention des États-Unis, on est d'accord. Ils peuvent voir. De toute façon, les États-Unis ont tout fait pour que les Chinois restent à peu près 2 générations en retard par rapport à ce qui se fait de mieux. Oui, mais ça s'est concentré sur Huawei et sur... Alors, vous en avez forcément eu les échos. Pas uniquement Huawei. Je discutais, alors je ne vais pas citer, peu importe, acheteurs de l'industrie des télécoms. 6 mois avant que se déclenche cette affaire, et il me disait Huawei est en train d'assécher le marché des composants. Il parlait de tous les composants à ce moment-là, justement parce que Huawei savait très bien qu'ils allaient être sous de multiples formes d'embargo de la part des États-Unis. Il y avait quand même des signes avant-coureurs, des signaux d'alerte. Alors, il peut y avoir des signaux d'alerte, mais enfin... Qui auraient pu alerter l'industrie. Je voulais juste rappeler que, encore une fois, c'est une industrie qui est extrêmement capitalistique. Extrêmement concentrée. Extrêmement concentrée. Le capitalistique, je voudrais juste en parler une seconde, parce que c'est une industrie qui investit 22% de son chiffre d'affaires dans la R&D tous les ans. Ils investissent davantage dans la R&D que les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Et en même temps, ils investissent 26% de leur chiffre d'affaires encore dans la construction d'usines, etc. De sites de production. Donc quand vous avez ça, c'est extrêmement difficile. Et la recherche et la production. Et c'est la seule industrie que je connaisse qui ait ces 2 piliers qui soient à des niveaux aussi élevés. Est-ce que ce n'est pas le point ultime et finalement le plus beau symbole
d'un point de mondialisation qui a été trop loin, en fait? Alors, vous pouvez dire qu'il a été trop loin ou au contraire, vous pouvez dire que cette mondialisation montre comment elle fonctionne. Parce que si vous n'avez pas cette mondialisation, il manque 1000 milliards de dollars d'investissement sur dans l'ensemble du monde. 1000 milliards de dollars. Alors, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir une chaîne qui est pensée de manière mondiale, globale, pour justement permettre... Donc, parce que ce que j'adore, c'est qu'on découvre des acronymes. C'est-à-dire TSMC, ASML, ARM, etc. Autant de boîtes, mais totalement obscures, que personne ne connaissait encore il y a 6 mois, à part vous et puis l'ensemble du secteur. Il y en a d'autres. Mais TSMC, par exemple, le leader mondial, le taïwanais, il contrôle quoi, lui tout seul? 20, 30, 40% du marché aujourd'hui? Alors, il contrôle une grande partie du marché. Ce qui est intéressant, c'est que sur la production, il contrôle 92% de la production des semi-conducteurs qui sont les plus avancés. Les plus avancés. Les plus avancés qui sont en dessous de 7 nanomètres. Je suis d'accord, mais... Sujet, là. Mais il y a un sujet, mais c'est un sujet, justement. Elle a été pensée de manière mondiale pour que tout le monde se tienne par la barbichette. Donc, vous avez à la fois les Américains qui sont quand même extrêmement forts sur tout l'amont de la chaîne, et ce sont eux qui ont décidé de faire ce concept de fabless. L'amont de la chaîne, ça veut dire la conception des puces ça veut les dire plus avancées. Tout ce qui est la propriété intellectuelle. Donc là, vous avez ARM qui est anglais, mais qui va passer sous pavillon américain avec Nvidia. Voilà, exactement. Vous avez donc ça, vous avez tout ce qui est la conception les logiciels de conception avancée. Vous avez donc ce qu'on appelle l'IDA. Vous avez tout ça. Donc ils sont là-dessus. Ils sont aussi sur les équipements. Là, l'Europe a, avec ASML, un acteur de premier plan. Alors ASML, c'est celui qui fait les machines, les machines-outils qui permettent de faire aux fonderies de graver et de faire en sorte que vous avez sur ces petites gaufrettes. C'est un Hollandais, c'est ça? C'est un Hollandais. C'est un Hollandais. Ouais, d'accord. Oui, mais enfin, à l'arrivée, il y a une si petite... d'accord, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire, vous avez des acteurs critiques qui sont à peu près sur tous les continents. Qui sont à peu près sur tous les continents. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de points où vous avez j'avais fait le compte, il y a plus de 50 points sur cette chaîne de valeur où vous avez une concentration régionale qui est à plus de 65%. Mais encore une fois, et comme je le disais, ici, vous voulez une autonomie ou une indépendance, une autosuffisance, vous allez avoir 1000 milliards à mettre sur la table et les prix des semi-conducteurs vont augmenter de 30 à 60%. Donc on oublie ça, c'est-à-dire c'est la conclusion d'ailleurs de votre rapport, c'est laisser tomber. La conclusion de notre rapport, c'est il faut arriver à une certaine taille, à une taille critique pour pouvoir tenir aussi par la barbichette les autres et faire en sorte qu'il y ait une alliance et que tout le monde s'y retrouve. On a, alors, ST Micro pour le coup quand même. ST Micro. On a un acteur de poids. Infineon, NXP. Je parle évidemment sous votre contrôle. ST Micro, en fait, volontaire ou involontaire, s'est concentré sur, alors on va parler de gros semi-conducteurs, évidemment, on voit de quoi on parle. Je crois que c'est de plus de 20 nanomètres. Oui, alors ils sont aussi pas mal dans les plus de 14. Dans les plus de 14, oui, enfin voilà, c'est ça. C'est ce finalement dont on a le moins besoin, c'est ça le problème? Alors oui et non, parce que vous avez tout un ensemble d'industries, et notamment tout ce qui est au niveau des capteurs dans l'Internet des objets, où ces semi-conducteurs sont suffisants. Tout ce que vous faites dans l'automobile, parce qu'il faut bien voir que on a des acteurs qui sont des acteurs de poids, mais qui ne sont pas des acteurs de tout premier rang, et je m'excuse pour eux parce qu'ils font des efforts extraordinaires par rapport au TSMC dont on parlait. Eh bien, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, regardons les entreprises européennes qui ont besoin de semi-conducteurs. Reconnaissons que les Nokia, les Ericsson, qui auraient eu besoin peut-être de semi-conducteurs plus avancés s'ils avaient réussi, en fait, cette manne a été asséchée. Et donc, ils sont retournés à juste titre vers l'automobile, dont on parlait, vous parliez tout à l'heure. On a sur le continent européen une industrie automobile. Fournissons cette industrie automobile. On n'a pas d'industrie électronique. Laissons tomber l'électronique. En tout cas, essayons d'aller là où on a un marché qui est plus fort. Aujourd'hui, là, Thierry Breton nous promet 20, 30 milliards. Les chiffres changent tous les jours, d'ailleurs. Un grand patron m'avait dit un jour, méfiez-vous du marketing des annonces d'investissement. Il faut toujours retenir ça quand on regarde l'actualité économique. Méfiez-vous du marketing des annonces d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire, même à moyenne échéance, enfin j'en sais rien, à 3-5 ans, on ne peut pas faire grand-chose, nous, ici. Alors, mais de toute façon, moi je pense que Thierry Breton a
totalement raison de prendre le sujet à bras-le-corps. D'accord. Parce que c'est un sujet absolument critique et je suis très heureux de voir qu'il essaie de prendre ces sujets-là les uns après les autres en essayant de faire regagner à l'Europe certains éléments de souveraineté qui sont indispensables dans la discussion. Et vous pouvez avoir le même sujet sur l'espace et autres. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 à 30 milliards? Alors, il a parlé d'investissement public de l'ordre de 8 milliards. Il est absolument indispensable que l'on mette autour de la table en Europe les pouvoirs publics, les entreprises du secteur de la filière et les utilisateurs, si on veut réussir à pouvoir en fait avoir une certaine taille qui va nous permettre de rentrer dans des alliances encore plus fortes avec les autres acteurs. Peut-être qu'il faudra y être assez fort pour pouvoir dire à TSMC, faites comme vous avez fait dans l'Arizona, investissez et créez une fonderie chez nous. Comment ils ont fait? Ah oui, c'est ça. Dans l'Arizona, TSMC... ils investissent 12 milliards. 12 milliards pour faire une parce fonderie. qu'ils avaient le flingue de Trump sur la tête, en fait, j'imagine. Écoutez, en plus, peut-être... rappelons-le, taïwanais, donc sous la protection militaire américaine, en plus. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que Thierry Breton a raison de vouloir faire en sorte, sans mettre le flingue sur la tempe, de Thierry Breton est moins impressionnant que celui Ouais, mais enfin, il peut quand même avoir respect. de l'impact. Vous savez, on représente quand même plus de 20% du marché des semi-conducteurs, donc c'est pas rien. Mais François, j'ai l'impression, c'est passionnant ce que vous racontez, mais il en est en fait de ces semi-conducteurs comme des batteries. C'est-à-dire qu'on est en train de démarrer des courses que les autres mènent déjà depuis une décennie. Certes, ce qui est dommage, c'est de voir où nous en étions au début des années 2000 et où nous en sommes aujourd'hui. Vous savez, juste parce que en début de la semaine, là, on racontait Elon Musk, biographie d'Elon Musk. La première entreprise créée par Elon Musk en 1995 dans la Silicon Valley, en fait, c'est les pages jaunes. C'est-à-dire qu'en 95, quand vous étiez le plus innovant des entrepreneurs dans la Silicon Valley, vous inventiez un truc que nous, on avait déjà sur le Minitel. Il faut se souvenir de ça. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on a raté un nombre de virages de dingue. On a raté beaucoup. Maintenant, on a besoin, les 20 à 30 milliards, c'est un minimum. Puisque aujourd'hui, chacun des leaders investit au moins 20 milliards par an. Et ils le font depuis des années. Et ils vont vite, ils vont plus vite que nous. Ils vont vite. Et donc, ça n'est pas qu'une question. Et la raison pour laquelle je faisais allusion à TSMC, c'est que pour nous, pour essayer de revenir dans la course, comme le disait Thierry Breton, peut-être d'essayer d'éviter de rester mais d'essayer de passer à la génération suivante. Il parlait de 3 nanomètres, etc. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Parce que si ça a été uniquement une question d'argent, les Chinois y seraient déjà. Ouais. C'est une question de compétence. C'est un petit peu comme à la Renaissance, les gens qui savaient faire, les Italiens qui savaient faire des miroirs. Ouais. On pouvait mettre du fric, c'était pas obligatoirement suffisant. Ouais. Donc on va avoir besoin aussi d'attirer des talents probablement taïwanais, d'essayer de travailler peut-être avec TSMC pour pouvoir justement avoir cette capacité à passer à l'étape supérieure. C'est intéressant. Quand IBM annonce... qu'ils ont gravé 2 nanomètres. 2 nanomètres. C'est pas mal, hein? Ouais, mais je lis tout de suite à droite à gauche, c'est un prototype, c'est pas demain la veille. Ils ont voulu... En fait, c'est presque aussi du marketing de l'annonce pour, dans tout ce qu'on raconte en ce moment, IBM a besoin de dire « Oh, attendez, nous oubliez pas, on est là !» alors, je pense que c'est un peu plus important que ça, parce que d'abord, oui, c'est pas pour tout de suite, c'est vrai, c'est un prototype, mais on parle, ça sera probablement produit aux alentours de 2024. Et réservé aux applications qui en ont le plus besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était quand même quelque chose qui n'avait pas été fait. Et il y a des gens qui disent la loi de Moore, qui est cette loi où on dit que tous les 18 mois, on double la capacité de calcul sur des semi-conducteurs. Alors là, c'est la capacité de calcul ou la réduction de la dépense énergétique de ces semi-conducteurs. Il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, mais la loi de Moore, elle arrive à un niveau, maintenant, on ne va pas pouvoir avancer autant. » Mais là, ils nous disent « En fait, non, on continue à progresser. » Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Parce que n'oublions pas, nous en avons besoin pour la décennie qui vient. Les promesses de la plupart des entreprises, tout est connecté. Tout va être connecté demain. Vous avez raison, donc, on a vraiment besoin de ça. Et ce que vous avez prononcé, la phrase qu'on a, la consommation énergétique, c'est-à-dire derrière tout ça, c'est aussi faire en sorte que l'ensemble de l'électronique du monde consomme de moins en moins d'énergie. De moins en moins. Voilà, et ça aussi, c'est un enjeu important. On a une idée, juste pour terminer, de combien ça peut coûter. Je me souviens qu'au début de cette crise, j'avais vu un chiffre de Bloomberg, 60 milliards de dollars, ça pourrait coûter à l'industrie automobile, qui est aujourd'hui très fortement impactée. Regardez, ça prend par exemple tout ce qui a
été fermées comme usines. Ah oui, on a des chaînes à l'arrêt, mais c'est-à-dire qu'à un moment, des chaînes à l'arrêt. Comptes, je vois parce que je travaille pas mal en Chine, où j'ai passé les 7 dernières années. Et bien, la production automobile a baissé de 5 points au cours du premier trimestre. C'est ça. Donc, c'est beaucoup. Ça représente du pognon. C'est beaucoup. Oui, ça représente du pognon. Mais c'est très peu par rapport aux dépenses. Enfin, on évalue les dépenses pour les investissements dans les semi-conducteurs, comme je disais, R&D et capacité de production sur la décennie qui vient à 3 000 milliards pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des Mais François, vous nous dites ça, et donc là, ok, et vous nous dites, c'est bien 20 à 30 milliards de dollars. Non, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, là. On n'est pas dans l'ordre de grandeur, mais c'est pour ça qu'il va falloir se focaliser. Mais en tout état de cause, oui, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, 20 à 30 milliards, c'est le minimum. Ah oui, minimum. Et on peut s'appuyer sur ST Micro, on peut s'appuyer sur... Ah oui, il faut s'appuyer, voilà, absolument. Ce sont des boîtes solides, quoi. Ce sont des boîtes très solides. Des boîtes très solides. Bon, et puis c'est chez nous quand même, c'est la vallée de Grenoble, voilà, il y a une silicone au sens propre vallée du côté de Grenoble, où il y a là des compétences importantes, enfin je parle sous votre contrôle, toujours. Absolument, voilà. Il y a toujours des compétences importantes, mais je voudrais juste rajouter par rapport à ça, enfin vous avez dit oui, et puis c'est chez nous, etc. Notre souveraineté, elle passe par l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir que les uns et les autres, nous soyons capables de dire, ok, c'est peut-être pas dans notre pays, dans notre État, mais c'est en Europe et in fine, c'est plus important. Bon, on n'a plus le temps parce que c'est un débat passionnant, c'est une question. Oui, François, vous avez raison. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pragmatique en fait. Eh bien alors, à ce moment-là, on est foutu. Nous échouerons tout seuls ou nous aurons peut-être une chance de réussir ensemble. Magnifique conclusion. François Candelon, directeur associé senior au BCG, notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart avec Alexandre Lacarré, qui est avec nous, le PDG de Phytocan. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Stéphane. Mais c'est du cyrillique qui est tatoué. Et je suis désolé, Alexandre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Et j'en ai pas beaucoup des entrepreneurs tatoués. Ah bon? Voilà, faut être franc. Voilà, donc j'en profite. C'est du cyrillique. Oui, c'est du cyrillique, exactement. Et il y a écrit quoi? Alors, généralement, les tatouages, on ne demande pas ce que c'est. C'est comme une femme, on demande rarement son âge. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais comment ça? Mais le cyrillique de mon amour avec, bien sûr, la Russie, les pays ex-URSS, le Kazakhstan. Mon épouse vient du Kazakhstan et donc le cyrillique. Ça alors? Donc, étant une pensée assez privée pour mon époux, je peux malheureusement pas vous dire sur ce plateau, devant tout le monde, comme ça. C'est un peu compliqué. Bon, ouais. Mais j'en ai d'autres. Il y en a des plus intéressants, un peu cachés. J'ai deux grosses feuilles de cannabis que mon épouse a dessinées sur les omoplates. On va rentrer tout de suite, parce que, alors, remarquez, vous avez un petit mérite. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait là, notre entrepreneur tatoué? Il est très intéressant, il vient de Suisse. Je vous en remercie d'ailleurs. Il vient de Suisse nous dire qu'il va ouvrir une centaine de magasins, c'est ça en France? Oui, Alexandre? Une centaine de franchises sur le marché français. Voilà. Qui va recruter plus de 1000 personnes pour vendre du cannabis. Alors, pour vendre, et là, il faut qu'on rentre dans ce que vous appelez vous-même d'ailleurs la zone grise dans laquelle on évolue. CBD, c'est-à-dire c'est le cannabis qui ne fait pas planer, quoi. Voilà, le cannabis light. Le cannabis light. Exactement. Alors la zone grise, c'est au vu de la loi, notamment sur la France, donc il y a une tolérance jusqu'à un taux de 0,2% de THC. Mais qui THC, c'est la substance... C'est la substance psychotrope. Voilà, j'allais dire aphrodisiaque, vous voyez, avec vos histoires en... On peut dire aphrodisiaque aussi pour certains. Non, je crois que c'est pas sûr que ce soit aphrodisiaque d'ailleurs, psychotrope, voilà. Psychotrope, et donc la loi, il est prévu dans la loi qu'un produit ne peut pas être considéré comme stupéfiant s'il est en dessous de 0,2% de THC. Mais c'est notamment par rapport aux chanvres, enfin pour le textile, c'est-à-dire pour l'isolement ou autre, et le pays de la France est un pays chanvrier depuis longtemps, et pas sur la substance florale. Donc c'est là la zone grise aujourd'hui qu'elle se trouve. Alexandre, si vous ouvrez 100 magasins, si vous recrutez 1000 personnes, c'est que vous jouez le coup d'après. Alors, on n'est pas les premiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous jouez le coup d'après sur la légalisation, non? Effectivement, on a de grandes attentes sur la légalisation. Voilà. À un moment, il faut dire ça quand même. Mais je pense pas être le seul. Je pense que beaucoup de Français sont en attente sur la légalisation. Combien de 5 millions, c'est ça? Consommateurs réguliers, on va dire. J'avais noté le chiffre en préparant l'interview, puis je sais plus ce que j'en ai fait. Alors écoutez, moi je suis pas quelqu'un de scolaire, donc je vais pas regarder les rapports, mais sur le terrain, je peux vous dire, en étant quelqu'un sur le terrain, je peux vous dire qu'il y a effectivement plusieurs millions de consommateurs de cannabis sur la France. Le Français étant, d'après plusieurs recherches, le plus gros consommateur de cannabis au monde. Sans déconner. Donc effectivement, une légalisation, je pense, serait bienvenue pour bon nombre de personnes. Sans déconner.
Non, alors pour le coup, j'ai lu alors, 2 chiffres très sérieux. L'un m'a sidéré. La moitié des gens qui sont en prison aujourd'hui sont en prison pour, alors plus ou moins trafic. Alors on prend là-dedans évidemment les préventifs. C'est la moitié des gens qui sont en prison. C'est lié au cannabis. C'est quand même, enfin voilà, c'est quand même un truc très très important. Et le deuxième chiffre que j'ai lu, mais alors ça c'est peut-être grâce à vous, c'est que, alors je crois que c'est notamment le Portugal qui a légalisé le cannabis le plus tôt en Europe, c'est ça? Alors le Portugal a donné des licences en vue de produire du THC de manière médicale. Ouais. Donc pour vendre ensuite, notamment à des boîtes pharmaceutiques en Allemagne, qui ont des droits de commercialisation sur des produits, mais il n'y a pas de production de THC de manière récréative. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de consommer de manière récréative. Et c'est pas comme on l'a vu en Californie avant la légalisation, c'est-à-dire c'était pour raison médicale, mais enfin vous aviez des cahutes le long de la plage et vous aviez le médecin qui vous signait le truc au moment d'acheter le... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme aux ça, États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus avancés que chez nous. Bref, j'ai vu dans les pays où ça a été légalisé, des formes d'expérience maintenant depuis quelques années, où en fait il y a une baisse de la consommation chez les jeunes gens, ce qui est le sujet en fait quand on discute de cette légalisation. C'est des éléments que vous avez en tête? Moi, en fait, je vais vous prendre un exemple. C'est-à-dire que tout le monde s'interroge, s'inquiète d'une légalisation. Quand vous dites justement, la plupart des gens en prison sont en prison pour des faits de stupéfiants de cannabis. Encore une fois, ça souligne bien la demande de cannabis sur la France. Ouais. Mais vous prenez par exemple l'Allemagne. On prend la route. Les accidents sur la route sont très importants. C'est quelque chose de... En France, il y a énormément d'accidents et de morts par année. Absolument, on est encore à 3 L'Allemagne, on peut rouler de manière sans limitation de vitesse sur certains tronçons d'autoroute. L'Allemagne est aujourd'hui le pays où il y a le moins de morts sur la route en Europe. Mais c'est quoi le rapport? Ça explique bien que c'est pas parce que quelque chose est permis ou légalisé que forcément il va y avoir des débauches. Ça permet aussi des fois de cadrer les choses. C'est pas parce que le cannabis va être légalisé pour être légalisé en France qu'il va y avoir plus de consommateurs ou moins de consommateurs. Chiffre d'affaires potentiel, ça c'est à vous le... Il y avait 2 chiffres d'ailleurs, mais chiffre d'affaires potentiel de 115 milliards d'euros sur l'Europe, c'est ça le chiffre que vous avez en tête? C'était dans le dossier de presse que diffuse votre entreprise, Phytocan. Alors écoutez, j'ai pas regardé très honnêtement le dossier de presse. Mais moi ça m'intéresse, 115 milliards d'euros. Alors c'est compliqué à donner des chiffres exacts aujourd'hui parce qu'on est en pleine expansion. Il faut savoir que l'Europe, il y a différentes législations. La France a son point de vue. Le Luxembourg a légalisé et taxé le CBD comme produit à fumer. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Mais si on doit dire le marché du CBD sur l'Europe, oui, pourrait représenter plusieurs, même centaines de milliards d'euros à terme sur les 5-10 prochaines années. Mais là, vous prenez tout, vous prenez le THC aussi, c'est pas non, je ne prends pas le THC, rien que sur le CBD. Rien que sur le CBD. Un cannabinoïde, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes. Il y a des gens qui ont la possibilité de fumer du THC, mais qui consomment du CBD parce qu'ils ne veulent plus les effets du THC. Et c'est quoi c'est apaisant, c'est ça le CBD? Alors il y a des personnes qui trouvent un effet apaisant, d'autres qui le font pour le plaisir du goût et de l'arôme parce qu'ils ne veulent pas fumer du tabac, et d'autres aussi, beaucoup notamment en Suisse, parce que c'est légal de le fumer depuis maintenant plusieurs années. Beaucoup de gens trouvent dans le CBD le moyen de se sevrer du THC aussi. Oui, voilà, c'est ça, il y a une histoire comme ça. Non, moi je pense juste, là, on est en train de nous raconter taxe GAFA et tout ça, machin. Moi je fais une petite règle de 3 simple, 115 milliards d'euros, c'est 20 milliards de recettes pour les États, voilà, plus de 20 milliards d'euros de recettes pour les États. Ce serait d'énormes recettes. Vous pouvez le taxer à 20% à TVA, ça va. La Luxembourg aujourd'hui taxe à 52%. De TVA? Oui. Mais ils n'ont pas le droit, non? Ah oui, toute taxe comprise, parce que 52, ils n'ont pas le droit. Toute taxe comprise, je crois que sur le produit du CBD, c'est 52%. Le maximum européen est à 25, on peut le mettre à 25, voilà. Bon, alors, restons sur ce réseau-là de centaines de magasins en France. Donc, si on reste sur le CBD, c'est quoi le potentiel? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va décoller et dont vous pensez que ça peut avoir le potentiel qu'ont aujourd'hui... Les petites machines à fumer de la vapeur là qu'on voit absolument partout. Les vapoteuses. Voilà, les vapoteuses et les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une transformation finalement de nos usages. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était un effet de mode au départ, mais nous on l'a constaté sur la Suisse parce que le fumer du CBD est légal depuis plusieurs années, comme je vous ai dit, et on a pu voir justement quelle est la clientèle, comment ça se passe. Il y a des gens qui maintenant fument de manière quotidienne, comme je vous ai dit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années, dans différentes applications, que ce soit dans de la nourriture, que ce soit dans des boissons, que ce soit à fumer des fleurs, ou que ce soit des
huiles, beaucoup de personnes âgées qui préfèrent ingérer du CBD par l'huile qui aide à dormir. Qu'est-ce qu'il Il y y a a énormément de recherches. De l'huile de quoi on se masse? De l'huile de CBD, c'est-à-dire que de l'huile. Mais comment on C'est dans des fioles. l'utilise? C'est dans des fioles. On met 3-4 gouttes, on prend quelques gouttes, on les met sous la langue. D'accord. Et pour certains, ça aide à dormir. On n'a pas trop le droit aujourd'hui de vanter les mérites du CBD, mais en tout cas, Eh oui, c'est ça, c'est toujours cette zone grise. c'est toujours cette zone grise. Voilà. Vous voyez, des fleurs, on n'a pas le droit de dire qu'elles sont infumées, elles sont infusées. Donc quand en Suisse, on vend dans des magasins de tabac des joints pré-roulés, et ben en France, on va les appeler des infustiques, parce qu'on va prendre le joint pré-roulé, on va le mettre dans la tasse et puis on va infuser. Voilà. Et c'est fort dommage. C'est d'où, je pense, l'hypocrisie un petit peu du gouvernement français aujourd'hui. C'est un gros sujet. Le gouvernement doit être quand même à l'écoute aussi de son peuple, et il y a les choses doivent bouger. Alexandre, non, enfin vous le savez très bien d'ailleurs. Je pense que vous regardez ça d'assez près. C'est compliqué parce que vous vous rendez bien compte que ce sujet en fait est otage de tout un tas d'autres sujets périphériques. Effectivement. Voilà. C'est une sorte de totem et on greffe énormément de choses il y a une crainte, qui n'ont rien à voir Je avec... pense qu'il y a une crainte aussi d'ouvrir la boîte de Pandore. On parle de cannabis. On ne fait pas vraiment aujourd'hui de différence en France entre le THC et le CBD. Non, mais vous-même, vous jouez sur l'ambiguïté quand même. On est d'accord. Quand vous faites sur votre site internet « Gagne ton poids en weed », le jeu le plus fumant de l'année, Oui. me dites pas que vous jouez pas sur l'ambiguïté entre CBD et THC quand même. Alors non, pas du tout, parce que si vous regardez un produit, moi je vous amène une fleur de CBD, une fleur de CBD, une fleur de THC, si vous la fumez pas, pour certaines qualités, vous ferez aucune différence, ni à l'odeur, ni à l'aspect, ni au goût. D'où l'ambiguïté sur laquelle vous jouez aujourd'hui. C'est pas une critique, hein, Alors, Alexandre. mais parce que les gens, non, parce que chez nous, les gens la fument. Ouais. Donc gagne ton poids en weed, que ça soit de la weed de CBD ou de la weed de THC, ça reprend le mot Ça weed. s'appelle toujours de la weed? Mais vous pouvez me parler aussi d'ambiguïté quand je dis 1000 dealers légaux. Ah ouais, ça. Alors voilà, ça, c'est je plus l'ai- que de l'ambiguïté. Alors ça, je l'ai pas dit. Je vais vous dire pourquoi, Alexandre. J'ai trouvé ça naze. Ok. Ah, et très franchement. Bah donnez-moi une bonne raison. Ah ben, parce que soit ils sont légaux, soit c'est des dealers. Mais franchement, alors là, pour le coup, autant j'adore jouer sur l'ambiguïté, la ligne de crête, mais effectivement, quand vous dites 1000 dealers légaux, le gars va dire non mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Je fais un vrai job ou je fais pas un vrai job? C'est une interprétation. C'est-à-dire que dealer, à la base, c'est un mot anglais. Quand on dit frigo ou quand on dit jeans, c'est un mot anglais. Alexandre, C'est un vendeur. du sophisme, Mais ça. c'est parce que c'est Non, dans la non, tête des gens. C'est-à-dire que Ah nous, bah quand oui, on c'est dit... dans la tête des Oui, gens. mais parce que dealer, quand on va vendre des pochons de CBD, quand on va vendre des pochons de CBD, c'est qu'on est un dealer légal. On est un dealer légal. Alexandre, le l'appelez langage, ça un commercial. le langage, c'est un émetteur et c'est un récepteur. Celui qui prononce un mot ne peut pas s'affranchir de la façon dont son mot va être reçu. Et d'ailleurs, si vous dites dealer légaux, c'est bien que vous savez très bien l'effet que ça J'ai bien dit légaux. Eh ben oui, légaux. Bah oui. Bon, mais donc, brisons-la. Je voulais pas employer justement là parce que... Mais il n'y a pas de Grand problème. respect pour les entrepreneurs. Mais on est bien d'accord, c'est des vrais jobs que vous proposez. Non, c'est des vrais emplois. Voilà. C'est des vrais emplois. Alors pour vous, je vais Et peut-être y a dire pas de commerciaux. On va dire commerciaux. Eh bien oui. Ambassadeurs. Mais bien sûr. Non, des Ambassadeurs, commerciaux, c'est mais des commerciaux. Des commerciaux. mais bien des sûr. commerciaux. Ben oui, quand même. Ah oui. Vive les vendeurs. Moi, j'ai un slogan, c'est Vive les vendeurs. Nous, on adore les vendeurs. Voilà. Les Je suis vendeur sont- dans l'âme aussi. Pour Mais- faire ce business, il faut être vendeur quand Ah, même. ça, puis ça, je le confirme. Hein. Non, mais les vendeurs sont indispensables au miracle de l'économie. Tu vois, ça c'est indispensable. À la fin, il faut qu'il y ait un gars qui ait la force de conviction pour que vous sortiez la carte bleue et que vous dites OK. Bon, et puis il faut pas être très bon vendeur pour vendre de la CBD. Il y a tellement de demandes que c'est pas compliqué. C'est vrai, c'est ça. Il n'y a pas besoin de Et savoir donc finalement, nous, on se refuse une sorte... Parce que, alors, vous la cultivez en Suisse, hein, Oui. c'est ça, voilà. Oui. Vous ne pouvez pas la cultiver en France, même quand vous... C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'importer, et je crois que vous dites même que même les douanes, des fois, vous refusent des importations alors qu'elles n'ont pas le droit de vous les refuser. Vous ne pourriez pas la cultiver en France ou vous allez pouvoir C'est la la cultiver? problématique de cultiver sur la France, comme je vous ai dit, la zone grise, c'est la tolérance par rapport à un produit à 0,2% de THC. Ouais, voilà, mais c'est ça. sur du comment on appelle ça, sur du textile, enfin pas sur de la florale, pas sur le produit Pas floral. sur ce qu'on fume ou ce qu'on met dans Voilà, les pas infusions. sur la production Voilà. florale. Ce qui n'est pas le cas sur l'Union européenne suite au cas de Canavape. Maintenant, le problématique, c'est aussi les génétiques, parce qu'on va trouver des génétiques stables qui vont aller jusqu'à moins d'1% de THC, comme c'est le cas chez nous. Mais en dessous de 0,2, c'est très compliqué. D'où, pour nous, pour distribuer en Europe, nous avons besoin de rabaisser le taux de THC et de faire des extractions sur les fleurs en vue de rabaisser les taux de THC et rabaisser le taux de CBD aussi par la même occasion. Bon. Bah, écoutez, on va suivre ça, hein, c'est très intéressant. Il y aura un petit... Enfin, c'est Phytocan, c'est-à-dire les magasins Le que vous groupe allez Phytocan. ouvrir. Donc, Et on les va- magasins que vous allez ouvrir sous la marque Phytocan. Sous la marque Phytocan. Finalement. C'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs marques, on a 8 marques, mais ça sera sous le groupe Phytocan. Alexandre Lacarré était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Philippe Dufourcq, donc directeur adjoint de Centrale Supélec. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour.
Philippe, vous êtes... Alors, alors, on va parler évidemment de Centrale, Supélec, on va parler des ingénieurs aujourd'hui, de la formation des ingénieurs. Bon, mais rentrons tout de suite dans le dur. On appelle ça, je crois, la demi-vie des compétences, c'est-à-dire le temps pendant lequel la compétence que vous avez apprise reste opérationnelle. Voilà. Et les chiffres qui circulent, je ne sais pas, vous allez pouvoir me le confirmer, c'est 3-4 ans aujourd'hui, grand maximum, avant qu'il faille revenir à l'école ou enfin retrouver un cycle de formation pour retrouver toute sa compétence. On parle évidemment des compétences qui sont les plus importantes. Comment est-ce qu'on forme un ingénieur dans ces conditions-là On le forme d'abord à vivre 50 ans de carrière, quoi. Donc c'est ça la première difficulté, c'est qu'en effet, j'ai coutume de dire que quand on forme un ingénieur, on lui apprend des sciences, en effet, vous avez parfaitement raison, qui seront mortes dans quelques années. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Il rentre à Supélec, Absolument. il commence à apprendre des trucs, ce sera obsolète quand il sort, presque. Ah non, quand même pas. C'est quand combien même de pas. temps la scolarité C'est 3 ans. 3 ans ou 4 ans quand ils font une année de césure. 3 ans ou 4 ans quand ils font une année de césure. Donc c'est vrai qu'on a un double objectif. D'abord, évidemment, faire en sorte qu'ils soient opérationnels dès leur sortie, parce que les entreprises, quand elles recrutent, c'est pas nécessairement pour attendre et les reformer 3 ans de plus. Ouais. Donc il faut qu'ils soient opérationnels, mais il faut qu'ils soient opérationnels 40 ans après également. Donc il n'y a pas d'obsolescence programmée chez l'ingénieur, ça c'est clair. C'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Il faut lui apprendre à apprendre, c'est finalement ça le plus important. On lui apprend surtout à être très curieux et on lui apprend à se dire qu'il va devoir progresser en permanence et continuer à apprendre et à servir en même temps. Ça, c'est extrêmement important. Alors c'est facilité aujourd'hui. Servir, attendez, ça m'intéresse l'utilisation du mot servir. Parce que sinon, on va pas le servir, payer. utilitaire, vous voulez dire. Moi, je pensais servir les drapeaux, la Marseillaise. Servir la cause qu'il défend, c'est-à-dire les entreprises, leur développement, le progrès, toutes ces choses qui ont fait qu'il a choisi ce métier. Sinon, quand même, il faudrait autre chose. Donc, il va falloir qu'il serve, qu'il soit utile et qu'en effet, il n'atteigne pas, vous avez raison, son domaine d'incompétence trop tôt. S'il atteint son domaine d'incompétence trop tôt, il est fichu, on le vire. Ça, c'est clair. Il pourra plus servir. Ah oui, mais c'est terrible comme. Oui, ça c'est clair. Alors par contre, il y a quand même, on distingue en général 3 types de compétences. C'est-à-dire que quand il arrive, il a des compétences scientifiques et techniques qui sont quand même assez fortes. Et c'est pour ça que les entreprises le recrutent, parce qu'il est à jour. Il est vraiment à jour. Ouais. On est un établissement dans lequel il y a de la recherche, dans lequel on a des contrats avec des entreprises, dans lequel on est en avance, on a une vision, on cherche à développer chez lui une vision. Ouais. Donc il arrive, il est en avance, il amène quelque chose, une expertise scientifique et technique, pas technologique, parce que ça c'est vraiment des propriétés d'entreprise, mais il amène une expertise scientifique très forte. Cette expertise scientifique, il va la développer, mais à un moment donné, il va exercer une autre compétence. Oui. C'est la compétence managériale. Oui. Et parce qu'à ce moment-là, quand il connaît un peu le business, quand il connaît un peu le monde, il est en capacité de jouer un chef d'orchestre, c'est-à-dire de diriger des ingénieurs qui, eux, sont spécialistes. Vous savez qu'on forme des ingénieurs généralistes. Donc, il devient un peu un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il en sait un petit peu sur beaucoup de choses, moins bien qu'un spécialiste, mais il peut diriger, il peut manager. Il peut manager des équipes. Et ça, c'est sans doute, je ne vais pas dire le plus important, mais on ne trouve jamais rien tout seul. Ah ben non, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est très clair. Sinon, il fait de la recherche. En recherche, on a plus nature à trouver les choses. Mais quand on est et même en recherche, je pense que. Et même en recherche, évidemment, il y a des sociétés savantes, on échange, on fait des congrès, on partage. Mais dans l'entreprise, effectivement, il faut cette capacité à fédérer. Et seuls les ingénieurs peuvent fédérer des ingénieurs. Oui. Ouais, poser comme ça la question, c'est bien oui. Seuls les ingénieurs peuvent fédérer des ingénieurs. Par contre, il n'y a pas que des ingénieurs qui managent, ça c'est clair, évidemment. Technique, managériale, c'est quoi la troisième compétence ? Stratégique. Ben oui, parce qu'à un moment donné, vous en avez marre de diriger des équipes, vous avez atteint une dimension où vous avez une vision vraiment stratégique pour l'entreprise ou pour des entreprises. Et là, on vient vous chercher sur des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes très fort, où vous connaissez le business, vous connaissez la concurrence, vous connaissez tout ça. Et vous connaissez la technique parce que vous avez commencé par ça, vous connaissez la façon de piloter les équipes et vous rentrez dans une compétence stratégique. Et à ce moment-là, vous avez un bureau, il n'y a rien dessus, vous recevez des gens et vous leur dites qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le contraire de scientifique qui lui a des bouquins partout. Mais c'est bien ça, ça vous faire de la stratégie. C'est génial. Ouais, je crois. C'est génial. Mais tout est génial. Alors attends, Philippe, le truc moi qui réchauffement, transition énergétique, etc. et tout. Bref, le vrai sujet du monde devant lequel on est aujourd'hui. En fait, c'est un sujet d'ingénieur. Je pense que c'est beaucoup. Les ingénieurs tiennent entre leurs mains le salut de la planète. Ouais, c'est quand même leur donner énormément de responsabilités. Ah non, je crois pas. Non, je vais être un peu plus nuancé.
c'est désolé, mais Non, je pense que ces sujets-là, les sujets de développement durable, de transition énergétique, ils engagent toutes les disciplines du monde, ce sont des disciplines économiques, sociologiques, scientifiques, bien entendu. La solution n'est pas que scientifique et technologique. L'appréhension peut être scientifique, doit être, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des discours qui ne sont pas assez. Voilà. Comme ça, je suis d'accord avec vous. Les ingénieurs, à mon sens, sont indispensables dans ce dispositif, mais ils doivent être entourés aussi d'autres expertises et d'autres compétences. Sans doute, mais aujourd'hui, en gros, on a une alternative. On nous dit, soit c'est la décroissance, le CO2 est corrélé au PIB, vous voulez baisser le CO2, il faut baisser le PIB. On voit dans quel état ça nous a mis l'année dernière, par exemple. Soit on a les ruptures technologiques, les inventions, les ingénieurs. C'est en ça où je dis qu'ils tiennent l'avenir de la planète entre leurs mains. Je crois qu'ils ont un rôle très important à jouer. Et ils ont un rôle très important à jouer, d'autant qu'on attaque aujourd'hui au XXIe siècle un autre domaine qui est l'économie de l'information. Et ça, c'est un rôle clé par rapport au développement durable. C'est un rôle extrêmement important parce que l'économie de l'information va permettre d'avoir les bonnes données et la bonne intelligence artificielle pour gérer ça aussi, pour amener des expertises supplémentaires. Ouais. Vous savez, on a vécu 2 siècles, là, je parle de Centrale Supélec, parce que Centrale a 2 siècles. Hein, allez-y. Au départ, c'était... Oui, j'ai pas dit d'ailleurs, fusion entre les 2 écoles, plateau de Saclay, classement de Shanghai, c'est magnifique, tout fonctionne, on est ravis. Voilà. Je suis vraiment heureux de pouvoir parler de quelque chose d'un peu plus conceptuel et global, ça n'a aucun problème. Mais Centrale a été créée, c'était les médecins des manufactures au démarrage. C'est-à-dire des gens qui arrivaient dans des endroits où on produisait à la main, et il fallait mettre de l'intelligence dans la production, toujours dans un souci, non pas de supprimer des emplois, mais de faciliter le travail des gens. Mais bien sûr. Supélec est arrivé derrière avec l'électricité. Pour emmener l'électricité à tous les niveaux dans la société et la faire progresser. D'accord ? Et donc, on a vécu 2 siècles dans lesquels on a développé des biens matériels, avec des manufactures, et de l'énergie et de la communication. Ouais. Aujourd'hui, on est rentré dans un autre siècle, qui est l'économie de l'information. Donc, il y a un 3e produit qui arrive derrière. Après l'économie du matériel, l'économie de l'énergie, hein, qui nous a entraînés aussi là où on en est, et sur lequel on formait des ingénieurs sur la fin du XXe siècle majoritairement. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle sphère, qui est l'économie de l'information. Et l'économie de l'information, c'est celle aussi, c'est une solution à la maîtrise de l'économie du matériel et de l'économie de ce que j'appelais l'immatériel, c'est-à-dire aussi l'énergie. Philippe, enfin, vous l'avez peut-être vu, il y a une thématique dans le discours économique optimiste aujourd'hui qui se résume dans Roaring Twenties et qui dit en gros la croissance extraordinaire 1920, la décennie 1920, est liée en fait à la pleine puissance de l'électricité. C'est-à-dire c'est le moment où ça y est, l'électricité est absolument partout et où elle donne cette pleine puissance. Et les nouvelles Roaring Twenties un siècle après, c'est justement quand l'économie de l'information, ça y est, se diffuse partout et donne sa pleine puissance. Absolument. Voilà, c'est ça. Je suis intimement persuadé de ça. Et alors ça, c'est des opportunités extraordinaires. Parce que ces opportunités, elles répondent à des paradigmes qui vont complètement changer et qui peuvent intéresser beaucoup plus de gens. Mais ça veut dire que, attends, parce que je veux revenir sur le mindset de l'ingénieur, moi. L'ingénieur, il peut avoir quand même une idée de fabriquer, de machines. Enfin, il y a quelque chose de très, très noble à développer la puissance de l'industrie. Bien sûr, mais ça va rester. Oui, mais la data à côté paraît presque... Mais la data, elle rentre dans l'industrie complètement. L'usine 4.0, c'est quoi? L'usine 4.0 c'est de la manufacture dans lequel, à un moment donné, on a rentré au 19e siècle de l'intelligence au point de vue machine, puis au 20e de l'électricité et au 21e de la data. Aujourd'hui, les formes, je dirais, durables, les formes durables de production rentreront la data. L'usine 4.0, c'est une usine intelligente dans laquelle il y a de l'intelligence artificielle partout, qui permet d'optimiser un grand nombre de choses, qui permet l'économie circulaire facilement, qui permet des solutions qui vont être durables. Alors, est-ce que ça veut dire que les ingénieurs qui rentrent aujourd'hui à Centrale Supélec sont d'abord des data scientists? Il y en a beaucoup. Il y a eu une revalorisation des maths et de l'info qui est extrêmement forte à Centrale Supélec aujourd'hui. Hein, et ça, c'est clair. Au dépend d'autres disciplines comme la physique, que je regrette, puisque moi, je suis physicien d'origine. Vous êtes physicien, oui. C'est ça, mais par exemple, la physique aujourd'hui, qui a été un grand boom dans les années 80, parce que ça a permis la production de semi-conducteurs, de processeurs, toute la microélectronique. Mais on n'est pas au bout de tout ça, on vient d'en parler, là. On n'est pas au bout quand même de la croissance des microprocesseurs. Mais on est toujours sur la microélectronique aujourd'hui, où on a des évolutions, mais pas de rupture. Mais clairement, la rupture, ça sera l'ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique, c'est des datas, c'est autre chose. Hein, parce qu'il va falloir créer de nouveaux types d'algorithmes, de nouvelles façons de traiter les données. Et l'ordinateur quantique, derrière, il y a des maths à ne plus savoir qu'en faire. Et évidemment, une reproduction des algorithmes informatiques tout à fait nouveaux.
Combien de fois j'ai entendu des gars dire « Oh, les maths, vous êtes sûrs, les maths ?» Voilà, il y a des maths à plus savoir qu'en faire. C'est ça la croissance du monde, c'est des maths à plus savoir qu'en faire. Voilà. Les maths, parce que ça permet de modéliser de façon assez rigoureuse et très scientifique des choses qui se produisent. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Et puis on a besoin de certitudes, et les mathématiques nous donnent des certitudes. Il y a assez peu de choses qui nous donnent des certitudes. Les mathématiques nous donnent des certitudes, mais elles ont une vertu supplémentaire, c'est qu'elles sont capables de quantifier les incertitudes. Et ça, c'est très important. Parce qu'on entend beaucoup de discours basés sur des certitudes. Je ne vois jamais une barre d'incertitude dans ce qu'on nous montre dans des statistiques, même sur le Covid aujourd'hui. Et on se grandit à pouvoir mesurer les incertitudes et à pouvoir les maîtriser. Donc, c'est pas être un déterministe que de mesurer des incertitudes, c'est au contraire maîtriser les déterminismes. Et ça, c'est essentiel. Cette démarche scientifique, elle est essentielle aujourd'hui. Et ça, c'est des mathématiques, bien entendu. Ils sont rêveurs, les jeunes ingénieurs qui rentrent aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que justement ils ont en tête ce potentiel en fait Ils l'ont, et puis ils ont une conscience des thèmes qu'on évoque là, la conscience du développement durable, le rôle qu'ils ont à jouer. Ils ont une conscience considérable de cette question-là. J'en parlais encore ce matin avec des élèves. Par exemple, je pose la question de savoir quelles entreprises choisir. Est-ce que je refuse les entreprises entre guillemets qui sont un peu suspects? Est-ce que je vais pas chez Total, quoi? Voilà, dis-le. Est-ce que je refuse Total? Voilà, est-ce que je refuse Total? Est-ce que je vais faire des ONG ou des choses dont je suis sûr? Et vous répondez quoi? Et vous répondez quoi? Et les deux, mon capitaine. Moi, je dis fonce. Si vous voulez, fonce, c'est Total la puissance. C'est eux qu'il faut changer. Et d'ailleurs, ils sont volontaires pour changer. Ils ont bien compris que si on veut maîtriser le train, il faut monter dans la locomotive. Et voilà. Il suffit pas de se mettre sur la voie. Et voilà. Et donc, c'est une belle phrase. Oui, gardez-la celle-là. Et donc, je la ressortirai. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et la locomotive, elle est dans des endroits puissants. Elle est là. Donc, il faut aller dans la locomotive. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Sortir avec sa banderole et se mettre sur la voie, ça n'a jamais servi personne. Ça a écrasé tout le monde. Les filles, est-ce que les filles comprennent cette puissance? Parce que je me souviens, il faut absolument que les filles deviennent des ingénieurs. On en a besoin, etc. Alors ça, c'est une formidable opportunité dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs tout à fait nouveaux qui appellent, grâce à la data, notamment aux mathématiques, qui appellent des ingénieurs. Je pense à des métiers, à des secteurs tout à fait inattendus. La santé, bien sûr. Aujourd'hui, on voit l'importance dans la santé, de la modélisation, des data, en génétique, évidemment, c'est les maths. On voit dans les secteurs du vivant et dans les secteurs de la pensée, il y a une aspiration d'ingénieurs aujourd'hui qui est surréaliste. Et la santé, on pourra dire ce qu'on veut, ça attire les filles. Les bio, ça attire les filles. Quand vous regardez une école comme AgroParisTech, elle a 70% de filles sur les sciences du vivant. Et nous, on est à 20%, parce que les maths sont vécues jusqu'à présent. Mais il va falloir que ça se transforme, ça, à un moment quand même. Non, mais ce que je veux dire, on en a besoin. On a besoin de tous les bras. Ce que vous venez de décrire, bien sûr on a besoin que tout le monde, en fait. Et on a besoin d'une diversité. Toutes les intelligences. Pour remonter encore la valeur des diplômes. Parce qu'on passe à côté de talents inouïs avec notre système, qui est quand même un système aujourd'hui relativement inégalitaire, où on manque de filles dans les écoles d'ingénieurs, où on manque de boursiers dans les écoles d'ingénieurs. C'est une réalité, il faut le dire. Absolument. Mais le but, c'est d'augmenter cette proportion-là, pas pour faire plaisir à la nation. Le but, c'est qu'en augmentant cette proportion-là, on va encore mieux alimenter des ingénieurs de très haut niveau qui vont pouvoir se mettre dans des secteurs complètement différents. Mais oui. Le secteur du sport est un secteur qui appelle des ingénieurs aujourd'hui. Complètement. Le secteur artistique appelle des ingénieurs. Oui, mais ceux-là, ils sauveront pas la planète. C'est ceux qui sauvent la planète qui m'intéressent. Non, mais je comprends. Le secteur artistique, je suis un peu plus nuancé que vous. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Le philosophe est venu me démontrer que c'est bien la culture qui sauvera l'économie. Et oui, absolument. Ça peut y participer. Ça peut y participer. Allez-y, un bon coup, mais on est quasiment au bout. Vous me faites parler à fond. Mais c'est la passion. Voilà. C'est la passion. C'est la passion. Et comme en amphi, je perds ma voix. Un mot quand même. Justement, en amphi, vous n'y avez pas été beaucoup. Juste un dernier mot, c'est-à-dire, sont des étudiants aujourd'hui qui tiennent le choc face à ce qu'ils ont traversé. Ouais, voilà, c'est ça quand même. C'est vraiment dur. Une grande école comme on sait, c'est un endroit qui vit très fort, avec des vies associatives, avec beaucoup de relations entre les profs et les élèves. Ils choisissent ça aussi pour ça. Et aujourd'hui, c'est dur. C'est dur psychologiquement. Il y a quand même une baisse de morale très forte. On attend que ça remonte très vite, mais on nous a dit qu'en septembre, on revenait à la normale. Donc aujourd'hui, on est prêt. À la normale. J'apprends grâce à vous qu'il n'y a pas de normale. Voilà, il y a des situations évolutives en permanence et
des barres, qu'est-ce que vous m'avez dit? Des barres d'incertitude. Des barres d'incertitude. Des barres d'incertitude. Bien sûr qu'il faut évaluer les barres d'incertitude. Je retiens les barres d'incertitude. C'est être déterministe que d'évaluer les barres d'incertitude. Philippe Dufourcq, le directeur adjoint de Centrale Supélec, était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup. On termine les amis, on termine avec Ruben Cohen qui est avec nous. Bonjour Ruben. Bonjour Stéphane. Ruben, il est rentré dans ce studio et il a fait une story, c'est ça? Exactement, une story. Une story. Une story. Parce que tout se vit en fait à travers des stories. Exactement. Tout se vit à travers des réseaux sociaux, tout se vit à travers des posts, des messages, c'est ça. Oui, en 2021, c'est ça. Tout se vit, alors pas tout, mais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat. Ruben Cohen, il est cofondateur de Follow. Exactement. FO2L-OW. Parfait. Agence d'influenceurs. On va en parler Ruben, mais il se trouve que il y a quelques heures à peine, j'ai discuté avec un spécialiste du cerveau. Ouais. On parlait ressources humaines. Et je lui disais, il y a un truc qui est dingue. Par exemple, je vais préparer l'interview de Ruben. D'accord. Ça va me prendre une demi-heure. J'ai une demi-heure de concentration. Voilà. Et pourtant, je sais, moi, là, 56 ans, que cette demi-heure, je ne vais pas résister à l'interrompre d'une série de sollicitations que vous m'envoyez, Twitter, LinkedIn, les mails, les trucs, les machins, les bidules. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que moi, étant conscient de ça, étant conscient que ça me fait perdre du temps, c'est pire que perdre du temps d'ailleurs, l'interview, je vais moins bien la préparer, pourquoi est-ce que je ne résiste pas et je n'ai pas assez de volonté pour résister à ces stimulations des réseaux sociaux? Et il m'a répondu, parce qu'ils sont plus forts que vous. Ah bah oui, mais on peut vous parler de data, c'est ça, hein. Ils ont réussi à rentrer dans votre cerveau. C'est ça? Oui, mais je ne vais pas vous dire que c'est exactement pareil, mais les publicités d'avant, même d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on les regardait. On savait que c'était des acteurs qui jouaient, mais on la regardait juste au bout. Il me dit, il joue sur l'ego. Oui. C'est-à-dire que la sollicitation, vous savez sans même la voir qu'elle va parler de vous. Exactement. Et il me dit, il joue sur fear of missing out, c'est-à-dire votre groupe, votre réseau, etc. Il s'y passe quelque chose. Ouais. Et vous ne pouvez pas rester même une demi-heure sans savoir ce qui s'y passe. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais et c'est là-dessus que vous jouez. C'est là-dessus qu'on joue. Alors, c'est vrai que l'interview d'avant, c'était beaucoup axé sur la data. C'est hyper intéressant, on peut raconter beaucoup de choses, notamment ce que vous venez de dire sur le fait que grâce à des algorithmes, ils arrivent à rentrer dans votre tête et faire en sorte que vous deveniez accro à votre smartphone, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, Stéphane, vous êtes un influenceur. Vous êtes un influenceur, vous avez une communauté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, qu'est-ce qu'un influenceur au final ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si vous êtes journaliste, vous avez une communauté, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, c'est des gens qui vous écoutent et qui vous regardent. Et en fait, si vous voulez, tout ça joue. Alors ça m'intéresse, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Je ne crois pas que j'influence qui que ce soit, Ruben. Ça les intéresse. Vous m'influencez. Non, je vous intéresse. Mais je parle au... Ouais, bien sûr, il y a une différence entre vous intéresser et vous influencer. Alors... C'est vraiment le vif du sujet parce que c'est vrai que c'est une autre catégorie d'influenceurs, mais on va parler d'influenceurs industriels, d'influenceurs B2B. Aujourd'hui, pour moi, et je pense pour beaucoup de monde, vous êtes un influenceur B2B sans même le savoir, sans même le vouloir. Parce que vous allez, en fonction du parcours que vous avez fait, en fonction de votre métier, de votre expérience, vous allez forcément influencer votre communauté qui vous suit au quotidien et vous allez avoir des avis sur des sujets. Vous allez, je vais même vous dire aujourd'hui, vous avez une veste de costume grise. Certains hommes vont vous voir et c'est vrai, c'est un fait. Et ils vont aimer la manière dont vous la portez et vont se dire. Ah non, les mecs, non, pas sur ce terrain-là. Allez, pas sur ce terrain-là, les gars, c'est pas possible. Non, c'est toujours la même. Enfin, j'en ai trois les mêmes elle est très belle. C'est toujours les mêmes. C'est très beau, mais en fait, finalement, l'influence, c'est ça. C'est que sans le vouloir. Made in France, Limoges. Voilà, on peut en faire la pub. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui, absolument. Mais en fait, je vais vous dire, c'est aujourd'hui l'influence de 2021, c'est ça. C'est plus mettre en avant de manière évidente un produit avec un code promo, parce que c'est vrai que beaucoup ont cette image en tête. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, c'est une influence naturelle où on va parfaitement intégrer le produit, où on va parfaitement intégrer le service, peu importe de quoi on parle. Mais au final, c'est ça. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, vous, sans le vouloir, vous influencez les gens. Alors attends, on est au cœur du sujet parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais on va parler quand même des vrais influenceurs. Bien sûr. Follow, c'est 25 influenceurs aujourd'hui avec lesquels vous travaillez en exclusivité, c'est ça? Ouais, c'est 35 aujourd'hui parce que tous les mois, tout augmente. Voilà, tout augmente. C'est 500 influenceurs en partnership. C'est récemment une annonce avec l'association stratégique
European Digital Group avec Vincent Klingbeil que vous avez reçu. Qui est venu nous voir parce que cette Exactement. histoire me passionne, évidemment. Et c'était d'ailleurs Bien votre sûr. interview très passionnant. C'est les nouveaux territoires de l'information. Donc C'est exact, voilà, il ouais, faut y aller. c'est ça. Tout à fait. Et Vincent Klingbeil et son équipe nous accompagnent depuis Attends, 4 Ruben. mois. Donc, quand tu dis influenceurs en exclusivité, c'est-à-dire Oui. pour toi, tu gères leur carrière comme on gère, parce que d'ailleurs vous parlez de talent, vous parlez de construction de carrière, comme des acteurs et des chanteurs. Vous l'avez vu 10% la Oui, série. oui, bah bien sûr. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, dans l'influence. Dans l'influence. Bon alors, d'abord comment on les détecte, c'est-à-dire Ouais. comment est-ce qu'à un moment vous dites lui est influenceur. Alors ça a forcément changé parce que quand on a démarré, on était vraiment on était en demande. Il fallait absolument qu'on manage des talents. C'est comme ça qu'on a démarré, hein, avec mes 3 associés dans un 15 mètres carrés, avec 2 ordinateurs, avec 1 700 € chacun. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà, donc c'était vraiment, ça a démarré comme ça et il fallait trouver un talent. Donc on était demandeurs, nous follow. On a commencé avec un talent qui s'appelle Maya Adorable, avec qui on a commencé. Maya Adorable. Exactement, qui avait 70 000 followers sur Instagram. Et on a commencé parce que... Et elle influence sur quoi, Maya Adorable? Alors elle, ça va être beaucoup la mode. D'accord. Et c'est un lifestyle, elle va nous partager sa vie et elle va nous influencer sur tout type de sujet. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Et on a commencé avec elle parce que sa ligne éditoriale, parce qu'on va parler de ligne éditoriale aussi dans l'influence, Ah mais bien sûr. va nous intéresser. Donc on a collaboré avec elle il y a maintenant 5 ans puisqu'elle a démarré et aujourd'hui elle a près d'1 million de followers et en fait si vous voulez on va gérer tout de A jusqu'à Z. Je peux vous demander le chiffre d'affaires Bien sûr. d'un influenceur comme Maya Adorable non, par d'un exemple influenceur, c'est beaucoup trop variable. Et surtout que au fil du temps, ça a évolué. Donc, j'ai pas son chiffre exact. Je croyais que vous parliez de follow. Mais un influenceur macro, parce qu'on parlera après Voilà, des différents un influenceur macro. types, peut gagner entre 5 000 et 30 000 € par mois. C'est pas non plus Ah non, phénoménal. non, alors, à bien c'est ça, distinguer, Je je suis sais presque que- un peu déçu en fait. Non, mais alors, attention, il y a 2 catégories aujourd'hui sur le marché de l'influence. Il faut vraiment bien qu'on distingue parce que je sais qu'il y a eu un certain buzz autour d'une affaire. C'était autour de la télé-réalité. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes secteurs de l'influence. Sur la télé-réalité, il y avait à avoir des montants beaucoup plus gros. Certains ont entendu parler de 300 000 € avec une influenceuse qui vivait à Dubaï. C'est un autre business model, c'est d'autres types de produits qui sont... Et pourquoi? C'est quoi la différence? En fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous, on donne aucun salaire à nos influenceurs, il n'y a pas de fixe, on va contrôler tous les produits, et c'est là où quand je vous parle de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a une étude minutieuse sur le type de produit qu'on va recommander à la communauté, c'est quand même très important. Mais évidemment. Vous avez dû Et sûrement... alors, attends, voilà. mais non, mais c'est la question que je voulais poser, Bien sûr. c'est-à-dire, alors, restons avec Maya Adorable. Donc, Oui. elle connaît la mode, etc. Elle Exactement. adore ça, elle est Elle passionnée. adore ça. Bon, c'est elle qui va choisir et qui va dire, je veux faire la promotion de ce truc-là, va voir la boîte et faisons-en un contrat. Ou c'est dans l'autre sens que ça se passe? Très bonne question, et ça va vraiment c'est sur les 2 sens. Ça peut être sur les 2 sens. Avant... Mais il faut qu'elle l'aime quand même ce produit Maya Il Adorable. n'y a pas le choix, sinon Voilà. c'est compliqué. Alors après... Sinon, c'est de la pub. Sinon, c'est de la pub, exactement. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup moins authentique. Et nous, par exemple, chez Follow, notre critère principal, ça va être l'authenticité. Si l'influenceur n'aime pas le produit, il ne saura pas le vendre Voilà. et le mettre en avant. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça, parce que vous avez démarré il y a 5 ans, et moi je me souviens très bien, il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans, on va dire la première crise des influenceurs. Je me souviens très bien de L'Oréal à un moment disant, non mais dites donc les gars là, Ouais. est-ce qu'on n'est pas en train de se faire totalement fourvoyer sur des chiffres de vues Bien sûr. qui sont bidonnés, des chiffres de followers qui sont bidonnés, etc. etc. Mais Voilà. c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire ce métier. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il fallait contrôler ce marché de l'influence parce que vous parliez de data tout à l'heure. On est capable de fournir des data, on est capable de fournir des chiffres qui parlent énormément aux annonceurs. Et un influenceur qui recommande tout bêtement un produit en le mettant en avant avec un code promo, c'est vrai que L'Oréal, quand s'est rendu compte de ça, ils se sont dit, attendez, là ça va plus. Ça s'appelle du téléachat Ça finalement. s'appelle du Voilà, téléachat. ça s'appelle du Exact. téléachat. Mais bon, le Qui est télé très- non, mais voilà, ça- marche quand même très très bien. Mais moi j'aime tous les Sur- vendeurs du sur monde. une autre moi, cible, mais le téléachat, absolument, absolument. ouais, bien absolument, tout à fait. Mais c'est pas la même chose, on est d'accord. Non, c'est pas la même chose parce qu'encore une fois, sur un téléachat, on va prendre des produits et de manière brute, on va les mettre en avant. C'est un système qui marche très très bien sur une cible particulière. Là, c'est plus, voilà, on va raconter une histoire autour de quelque chose. C'est ça au final le métier de follow. Nous, on va exercer 3 choses pour vous raconter nos 3 expertises. On va être manager d'influenceurs, agent d'influenceurs, c'est la première expertise. C'est comme ça qu'on est né. La deuxième expertise, c'est qu'on va accompagner les marques. On va servir de ça, le fait de connaître parfaitement le marché des influenceurs, pour accompagner les marques et leur proposer des stratégies
Donc quand je vous parlais d'authenticité, d'histoire, c'est ça qu'on va proposer aux marques, comme on a pu le faire avec des marques comme Samsung récemment, ou avec même Célio. On a fait une campagne B2B. Célio avec Célio, qu'on est en train Le retour des années 90, dis donc. Le retour des années 90. Vintage. Ouais, très vintage, mais on vient de faire une campagne sur LinkedIn. Donc on parlait Mais oui, mais alors, prends-moi l'exemple de Célio. La différence avec la pub, c'est quoi? C'est que tu as un influenceur qui va être super content de porter des pantalons Célio. Justement, avec Célio, c'est une autre stratégie. Ah ben oui. Donc, Et tu sais quoi, quand j'étais jeune, parce que j'ai été jeune à un moment, un gars qui était pas très bien habillé, on disait, toi, t'es mannequin chez Célio. Donc, il y a quand même une image dans les années 90 qui est pas super top pour Célio, quand même. Oui, mais alors, c'est exactement le même challenge avec Jennifer. Et vous avez dû entendre la même chose avec Jennifer. Le patron de Buzzman est venu ici nous raconter Jennifer. Ils ont fait. Alors, on a travaillé justement avec Mohamed Cherif et Sébastien Bismuth. Et ils ont travaillé sur une refonte totale de marque. Et nous, on a accompagné Jennifer, pareil, sur ce challenge-là, qui était de reprendre tout de A à Z. Mais donc, encore une fois, il faut qu'à un moment, tu t'es l'influenceur qui soit d'accord, enfin, bien sûr, qui ait cette authenticité que tu décris. Totalement. C'est notre métier, nous, de détecter les influenceurs. Avec lui, ça va marcher. Exactement. Avec lui, ça va marcher. Lui, il va aimer. On le connaît très bien. Il vient en coloc avec 2 amis. Et ça va jusqu'à là, en fait. C'est rentrer dans la vie de l'influenceur pour être sûr que ce qu'on va lui proposer s'emboîte parfaitement avec son lifestyle, son mode de vie. Et que ça fasse pas tâche. Ouais, c'est ça. Et c'est là où ça ne marche pas. Ouais. Micro-influenceurs. Alors, tu me disais, il y a les macros et les micros. Alors, il y a les macros et les micros. Les macros, c'est les influenceurs qui vont avoir une communauté de plus de 300, 400 000 followers. Et les micros, c'est ceux qui vont être en dessous, c'est les plus petits influenceurs qui vont avoir 5000, parce que j'allais me prendre comme exemple, moi aujourd'hui j'ai 5000, 7000 followers sur Instagram, je suis nano-influenceur. Donc c'est encore plus petit que micro, mais vous rigolez, mais ça marche très bien. Mais j'ai pas de doute. Et pourquoi? Et je vais vous dire, parce que le taux d'engagement est très important. Ouais. C'est-à-dire que si demain, moi là j'ai fait une story en arrivant Bismart, et j'ai eu des retours. Génial. Parce mais que je suis ravi, moi. C'est pour ça que je vous invite. C'est très bien. Et tu vois, le truc, voilà. Vous allez m'inviter plus souvent. Là. Mais voilà, absolument. Non mais alors, les gens m'ont posé la question parce que je suis pas habitué à faire des stories de puis promotion. C'est quoi Bismart? Exactement. D'où ça sort? C'est quoi Bismart? Qu'est-ce que tu vas y truc faire? Qui va te présenter? Quel est le journaliste? Voilà. C'est là où je me suis mis à parler de vous, de votre veste de costume. Mais exactement. Le gars est un peu ringard, mais en fait, il est vachement sympa, etc. Mais donc, c'est ça la nano-influence. Donc, il y a la nano, il y a la micro, et il y a la macro. C'est les influenceurs qui ont une énorme communauté, qui ont réussi à fédérer des communautés monstrueuses, où ils vont réussir à impacter sur les chiffres, impacter sur les ventes, etc. Bon, c'est la communication des marques de l'avenir, c'est-à-dire il faut qu'elles se disent, parce que là, les entreprises qui t'écoutent, qui te regardent et Bien tout, sûr. c'est très sympa, machin, mais il faut qu'elles y viennent d'une manière ou d'une autre. Alors, je pense que Samsung, ça m'impressionne quand même, tu vois. Samsung, c'est assez dingue. La marque, elle n'a pas besoin de notoriété, quoi. C'est ça qui est fou, elle en a fait. des sacrés canaux pour promouvoir ses... C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, l'influence, ça a permis beaucoup de choses pour les marques. Et effectivement, on est en 2021. Si vous n'êtes pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas ultra présent, c'est quand même préjudiciable pour votre marque. Il faut commencer doucement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'influence, c'est un canal qui fonctionne, qui a déjà fait ses preuves, sur lequel vous pouvez raconter de très 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 belles histoires. Et nous, Follow, on vous y accompagne. On peut même parler de Bismart. On peut même parler de Bismart. Ruben Cohen, allez, le cofondateur de Follow, qui était notre Merci invité beaucoup, sur Bismart. Et les amis, on se retrouve lundi. On va souffler un petit peu ensemble.